Le 12 février 1977, dans le Minnesota, la neige recouvre les routes d'une couche épaisse et silencieuse. Ce matin-là, un automobiliste remarque une voiture stationnée sur le bas-côté d'une départementale, moteur éteint, vitres déjà givrées par le froid. Au premier regard, on pourrait croire à une panne ou à un conducteur surpris par le blizzard. Mais en s'approchant, la scène devient tout autre. Derrière le volant, une jeune femme est assise, tête inclinée contre l'appui-tête, immobile. Elle porte encore son manteau, sa ceinture de sécurité est attachée, le pare-brise est brouillé par le givre, et un silence presque irréel pèse sur l'habitacle. Son nom est Linda Parker, 24 ans, jeune mère de 2 enfants. Quelques heures plus tôt, elle avait quitté son domicile pour se rendre à son travail, dans une petite librairie du centre-ville. Elle n'y est jamais arrivée. La police locale, arrivée sur place, pense d'abord à une tragédie banale. Un malaise au volant, peut-être une intoxication au monoxyde de carbone. Mais très vite, des détails déroutants émergent. Le siège passager porte des traces d'humidité, comme si quelqu'un d'autre s'était assis là. Le rétroviseur est réglé trop haut, incompatible avec la taille de Linda. Et dans la poche de son manteau, son portefeuille a disparu. L'affaire Parker, comme on l'appellera plus tard, n'a jamais été simple. Classée d'abord comme accident puis requalifiée en homicide, elle a stagné pendant des décennies dans les archives du comté. Une boîte de carton poussiéreuse posée sur une étagère métallique entre des dizaines d'autres cold cases. Pourtant, cette boîte contenait un indice minuscule que la technologie de l'époque ne pouvait pas exploiter. Un fragment de fibre prélevé sur le col de son manteau. Un fragment qui, des décennies plus tard, parlera enfin. Ce qui semblait être un simple accident de voiture se révélera être l'un des meurtres les plus mystérieux du Minnesota des années 70. Et il faudra plus de 40 ans pour que la vérité, enfouie sous la neige et les silences, ressorte à la lumière. Pour comprendre l'onde de choc que sa mort allait provoquer, il faut d'abord se rappeler qui était Linda Parker. Née en 1953 dans une petite ville du Minnesota, Linda était la deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Son père, ouvrier dans une usine de pièces automobiles, et sa mère, couturière, avaient inculqué à leurs enfants des valeurs simples. Travail, honnêteté, solidarité. Linda se distinguait très tôt par un tempérament doux et une curiosité insatiable. À l'école, elle adorait la lecture et passait des heures à emprunter des romans à la bibliothèque municipale. Les enseignants se souvenaient d'elle comme d'une élève studieuse, toujours prête à aider les autres. À 20 ans, Linda se marie avec David Parker, un jeune mécanicien du coin. Le couple n'avait pas beaucoup de moyens, mais leur petite maison en bois à l'entrée de Red Falls était remplie de rires et d'affection. 2 enfants allaient bientôt agrandir la famille, Emily, née en 1973, et Jacob, né 2 ans plus tard. Être mère à 24 ans en 1977, c'était souvent sacrifier ses ambitions personnelles. Mais Linda avait réussi à trouver un équilibre fragile. Elle travaillait à temps partiel dans une librairie, un emploi qui lui permettait d'assouvir sa passion pour les livres tout en contribuant au foyer. Chaque matin, elle déposait ses enfants chez sa propre mère, qui vivait à quelques rues, puis elle prenait sa vieille Chevrolet bleue pour se rendre au centre-ville. Les voisins décrivaient Linda comme une personne lumineuse. Toujours un sourire, toujours un mot gentil, malgré les difficultés financières. Elle avait ce don rare de rendre les gens importants, même dans une simple conversation de quelques minutes. Ses enfants étaient son monde. Emily, alors âgée de 4 ans, se souviendra plus tard de sa mère chantant des berceuses le soir, une main posée sur ses cheveux et du parfum de savon doux qui restait sur son oreiller. Jacob, encore trop jeune pour se souvenir, grandira avec des photos sépia et des récits familiaux pour construire l'image d'une mère qu'il n'aura presque pas connue. Linda rêvait d'une vie meilleure pour eux. Elle parlait souvent d'économiser assez pour que ses enfants puissent aller à l'université. C'était une obsession chez elle, briser le cercle de la précarité dans lequel sa propre famille avait grandi. Ses proches disent qu'elle ne sortait jamais seule le soir. Elle n'aimait pas les excès, ni les grandes fêtes. Sa routine était réglée. Travail, maison, enfants. Une vie ordinaire, presque trop tranquille, ce qui rendait sa mort encore plus incompréhensible. Le matin du 12 février 1977, Linda s'est réveillée tôt. Elle a préparé le petit déjeuner pour Emily et Jacob, embrassé ses enfants et confié leur garde à sa mère comme elle le faisait chaque semaine. Puis, en refermant la porte, elle a lancé un dernier sourire à travers la vitre. Personne ne savait que ce serait la dernière fois qu'on la verrait vivante.
Le 12 février 1977, le Minnesota est pris dans une vague de froid intense. La neige tombe par rafales, le vent soulève des tourbillons de poudre blanche qui rendent la visibilité difficile. Pourtant, dans une petite ville comme Red Falls, la vie continue, rythmée par les obligations du quotidien. À 8h15 du matin, Linda Parker quitte la maison de sa mère après avoir confié ses 2 enfants. Elle serre contre elle son manteau de laine marron, grimpe dans sa Chevrolet bleue et démarre en direction du centre-ville. Son trajet habituel, une route départementale bordée de champs vides et de quelques fermes isolées, un chemin qu'elle connaissait par cœur. Vers 9h, une voisine croise sa voiture au niveau de la station-service de Main Street. Linda lève la main pour saluer, un geste banal, comme si rien d'inhabituel ne se préparait. C'est la dernière fois qu'on la verra consciente. Lorsque 10h sonnent à l'horloge de la librairie, Linda n'est pas là. La gérante, Madame Foster, suppose d'abord qu'elle est coincée par la neige, mais à 11h, elle commence à s'inquiéter et appelle chez la mère de Linda. Celle-ci décroche et confirme « Non, Linda n'est pas venue récupérer les enfants, et elle n'a donné aucune nouvelle. » L'alerte ne tarde pas à se répandre. À 13h, le shérif adjoint de Red Falls reçoit un appel d'un automobiliste. Sur County Road 17, à une quinzaine de kilomètres de la librairie, une Chevrolet bleue est garée sur le bas-côté, moteur coupé. Les vitres sont givrées, la voiture semble abandonnée. Quand les policiers arrivent sur place, ils découvrent une scène étrange. La voiture est parfaitement alignée avec la route, comme si elle avait été volontairement stationnée. Pas de traces de dérapage, pas de signe de choc. À l'intérieur, Linda est assise côté conducteur. Sa ceinture est attachée, sa tête légèrement penchée, ses yeux clos. À première vue, elle semble endormie. Mais le froid glacial et l'absence de respiration dissipent rapidement cette illusion. Elle est morte. L'intérieur du véhicule soulève immédiatement des questions. Le rétroviseur est réglé trop haut pour la taille de Linda. Le siège passager est humide, comme si quelqu'un s'y était assis avec de la neige sur ses bottes. Le contact n'est pas enclenché et la clé a disparu. Son sac à main, lui aussi, est introuvable. La neige a effacé toute trace de pas autour de la voiture. Pas de témoins, pas d'indices visibles. La tempête a recouvert le sol en quelques heures, emportant avec elle la vérité des premiers instants. Le corps est transporté à la morgue du comté. L'autopsie initiale conclut à une mort par asphyxie, mais sans précision sur les causes exactes. Pas de signe d'agression évidente, pas de blessure majeure. Un simple détail retient l'attention. Une petite trace rougeâtre au col de son manteau. Un prélèvement est fait, mais en 1977, les techniques scientifiques sont limitées. Le résultat tombe, échantillon inexploitable. Le shérif déclare à la presse que l'affaire est probablement un accident. Peut-être une panne de chauffage, une intoxication au monoxyde de carbone, mais la famille refuse catégoriquement cette version. Linda connaissait les risques du froid, et surtout, pourquoi aurait-elle ôté son sac, ses clés, et laissé quelqu'un d'autre régler son rétroviseur? À Red Falls, les rumeurs commencent à circuler. Certains parlent d'un rôdeur aperçu près de la station-service. D'autres évoquent une voiture sombre qui aurait suivi Linda. Rien n'est confirmé. En quelques jours, ce qui aurait pu être clos comme un accident devient officiellement un mystère figé par la neige, les erreurs humaines et le silence de l'hiver. Dès les premières heures, l'enquête sur la mort de Linda Parker prend une direction incertaine. La scène est rapidement nettoyée après le transfert du corps, la voiture remorquée est placée dans le garage du shérif. À une époque où les protocoles de conservation des preuves ne sont pas encore strictement appliqués, beaucoup d'indices potentiels disparaissent. La première erreur est l'hypothèse de départ. Les autorités privilégient immédiatement la thèse de l'accident. On parle de monoxyde de carbone, d'hypothermie, d'un malaise au volant. Pour les enquêteurs, une jeune mère épuisée par sa vie de famille aurait pu s'endormir et succomber au froid. Cette théorie, pourtant fragile, influence toutes les décisions qui suivent. Lorsque l'autopsie conclut à une asphyxie inexpliquée, personne ne demande d'examen plus poussé. Le sang et les tissus sont prélevés, mais les échantillons, conservés dans des conditions approximatives, se dégradent vite. Quant à la petite trace rougeâtre relevée sur le col du manteau, elle est archivée dans un simple sachet en plastique, sans précaution particulière. La deuxième erreur concerne les témoins. Le chauffeur qui a aperçu une voiture sombre derrière celle de Linda est interrogé une seule fois, dans le chaos des premières 48 heures. Son témoignage, noté à la hâte, n'est jamais exploité en profondeur.
Plus tard, il dira lui-même qu'il avait l'impression que les policiers ne l'avaient pas pris au sérieux. La troisième faille est plus grave encore. La disparition du sac à main et des clés de Linda n'est jamais traitée comme un signe de vol ou d'intervention extérieure. On suppose qu'elle les a égarés ou que quelqu'un les a pris après coup, sans lien direct avec sa mort. Un raisonnement qui, rétrospectivement, frôle l'absurde. Pendant ce temps, la famille de Linda se heurte à un mur. Son mari, David, supplie les autorités d'élargir les recherches, convaincu que sa femme a été victime d'un crime. La mère de Linda écrit une lettre ouverte au journal local, demandant justice pour sa fille. Mais les réponses officielles restent vagues, presque condescendantes. Dans la petite ville de Red Falls, la rumeur enfle. Certains accusent le mari, malgré son alibi solide. D'autres parlent d'un inconnu aperçu plusieurs fois près de la librairie où travaillait Linda. La méfiance s'installe, divisant les habitants. L'affaire aurait peut-être pu avancer si les enquêteurs avaient pris la peine d'examiner de plus près le véhicule. Des empreintes digitales sont relevées, mais mal cataloguées, mélangées à celles des policiers eux-mêmes. Résultat, impossible à exploiter. La fibre retrouvée sur le manteau est notée dans un rapport, mais considérée comme insignifiante. En moins de 6 mois, le dossier glisse doucement vers l'oubli. Officiellement, la mort de Linda Parker reste inexpliquée. En réalité, plus personne ne travaille activement dessus. La boîte contenant ses affaires personnelles, le manteau, quelques échantillons et les relevés de scène, est rangée dans une étagère du sous-sol du shérif. Pour la famille, c'est une douleur double. Perdre Linda et sentir que son histoire ne compte plus pour personne en dehors d'eux. Chaque année, le 12 février, David emmène Emily et Jacob déposer des fleurs sur la tombe de leur mère. Et chaque année, ils répètent la même phrase « Un jour, la vérité sortira ». Mais ce jour-là semble bien loin, car à la fin des années 70, sans ADN exploitable, sans caméra de surveillance, sans témoins fiables, l'affaire Parker rejoint la longue liste des mystères gelés dans le silence des archives. La mort de Linda Parker aurait pu rester dans les mémoires comme une tragédie locale parmi tant d'autres, mais pour sa famille, ce n'était pas un simple fait divers, c'était une plaie ouverte. Les premières années furent les plus difficiles. David Parker, son mari, se retrouva seul à élever 2 jeunes enfants. Emily, 4 ans au moment du drame, posait sans cesse des questions auxquelles il n'avait pas de réponse. Jacob, trop jeune pour se souvenir, grandit dans le vide laissé par une mère qu'il ne connaissait qu'à travers les photos jaunies et les récits de ses proches. David travaillait de longues heures, comme mécanicien pour subvenir aux besoins du foyer, mais chaque soir il rentrait dans une maison trop silencieuse. Le rire de Linda, son odeur, sa présence, tout avait disparu en une seule matinée glaciale. Dans la petite ville de Red Falls, la vie suivait son cours. Mais pour ceux qui connaissaient Linda, l'ombre de son absence restait palpable. Ses amis de la librairie parlaient encore d'elle des années plus tard, comme si elle devait franchir la porte d'un instant à l'autre. La famille ne cessa jamais de demander des nouvelles au shérif. Chaque anniversaire de la mort de Linda, chaque date marquante, sa mère écrivait une lettre. Parfois, on lui répondait poliment « L'affaire reste ouverte ». D'autres fois, c'était le silence complet. Les années 80 passèrent sans aucun progrès. Le dossier dormait dans une boîte, déplacé de temps en temps quand les archives changèrent de pièce. La mention « Cold Case » finit par apparaître en rouge sur son étiquette. Pendant ce temps, Emily et Jacob grandissaient avec ce fardeau invisible. À l'école, leurs camarades savaient que leur mère avait été retrouvée dans une voiture. Une phrase lourde, répétée comme une étiquette. Emily se souvient encore du regard des autres enfants, partagé entre curiosité et malaise. À l'adolescence, elle se replia sur elle-même, cherchant des réponses dans les journaux, dans les archives locales. Jacob, lui, développa une colère sourde, souvent dirigée contre son père, qu'il accusait de ne pas en faire assez. David encaissait en silence, sachant qu'il avait lui-même frappé aux mêmes portes, sans jamais obtenir autre chose que de vagues promesses. Les années 90 apportèrent de nouveaux drames. La mère de Linda s'éteignit, emportant avec elle la douleur de ne jamais savoir. Sur son lit de mort, elle serra la main de sa petite fille Emily et lui dit « Continue à te battre, ta mère mérite la vérité ». Puis vint le début des années 2000. Un souffle d'espoir commença à circuler. Les journaux parlaient de l'ADN comme d'une révolution qui permettait de résoudre des affaires vieilles de plusieurs décennies. Des familles obtenaient enfin des réponses après 20-30 ans d'attente. Emily, devenue adulte, commença à écrire régulièrement aux autorités
pour demander la réouverture du dossier de sa mère. Chaque lettre rappelait le même fait. Vous avez encore ces vêtements, vous avez encore les preuves, testez-les à nouveau. Mais la petite ville de Red Falls n'avait pas les moyens de financer de nouvelles analyses. Le dossier restait figé, prisonnier de son étiquette rouge. Il fallut attendre 2016 pour qu'un changement se produise. Un nouveau shérif fut élu, plus sensible aux affaires classées. Il lança un programme de réexamen des cold cases avec l'aide du bureau d'État. Parmi la pile de dossiers empilés sur son bureau, celui de Linda Parker attira son attention. 40 ans après sa mort, une petite boîte poussiéreuse allait enfin être rouverte. L'hiver 2016 marque un nouveau départ pour l'affaire Parker. Le shérif fraîchement élu, Michael Harris, a promis à la communauté de rouvrir plusieurs cold cases qui hantent encore le comté. Sur son bureau, parmi une dizaine de dossiers jaunis, celui de Linda Parker attire son attention. Une jeune mère de 24 ans, retrouvée morte dans sa voiture en 1977, officiellement asphyxiée, mais dans des circonstances jamais éclaircies. Harris n'avait que 10 ans à l'époque des faits. Il se souvient vaguement des conversations des adultes, des murmures sur la fille Parker. 40 ans plus tard, il sait que ce dossier mérite d'être réexaminé, surtout avec les moyens scientifiques désormais disponibles. La boîte d'archives est extraite du sous-sol. À l'intérieur, le manteau de laine marron de Linda, soigneusement emballé, son portefeuille vide, et quelques prélèvements biologiques mal conservés. À première vue, tout semble inutile après tant d'années. Mais Harris décide de tout envoyer au laboratoire criminel de l'État. C'est là que surgit la première surprise. La petite trace rougeâtre sur le col du manteau, ignorée en 1977, est toujours visible. Un fragment microscopique, mais suffisant pour tenter une analyse ADN moderne. Le prélèvement est traité avec des techniques de pointe, capables d'extraire des profils génétiques, même à partir d'échantillons dégradés. Pendant ce temps, les enquêteurs passent au crible les anciens témoignages. Le chauffeur de bus, aujourd'hui âgé de plus de 70 ans, est retrouvé. Il confirme son souvenir. Une voiture sombre suivait celle de Linda ce matin-là. À l'époque, il avait parlé d'un véhicule noir, peut-être une Ford, mais les policiers n'avaient rien approfondi. Autre piste, l'ancien gérant de la station-service de Main Street se souvient d'un homme qui traînait régulièrement dans les environs à cette période. Un habitué, toujours seul, au regard insistant. Le nom lui échappe, mais il décrit un visage, une carrure. Les enquêteurs notent tout, conscients que la mémoire joue parfois des tours, mais que chaque détail compte. Au laboratoire, les résultats tombent après plusieurs semaines. Le fragment du manteau contient un ADN masculin complet. Il ne correspond à aucune entrée directe dans CODIS, mais une recherche généalogique élargie révèle une correspondance partielle, un profil familial. Cette correspondance mène à une lignée vivant toujours dans le Minnesota. Les enquêteurs dressent un arbre généalogique et commencent à éliminer les individus trop jeunes en 1977. Un nom finit par se détacher. Richard Mallory, né en 1948, ouvrier dans une scierie de Red Falls à l'époque. Les archives révèlent que Mallory avait été interrogé en 1977, brièvement. Il avait affirmé avoir travaillé toute la matinée du 12 février et n'avait jamais été inquiété. Son alibi n'avait jamais été vérifié en profondeur. Aujourd'hui, il est à la retraite, vivant à une centaine de kilomètres de là. Les enquêteurs poursuivent leur enquête discrètement. Ils récupèrent un gobelet jeté par Mallory dans une station-service et le comparent à l'ADN extrait du manteau de Linda. La correspondance est parfaite. 40 ans après la mort de Linda Parker, un nom émerge enfin de l'ombre, Richard Mallory. Le nom Richard Mallory réapparaît comme une blessure oubliée. En 1977, il n'était qu'un visage banal dans une petite ville du Minnesota. Un ouvrier de scierie, marié, père de 2 enfants, sans antécédents judiciaires notables. Personne n'aurait pensé qu'il puisse être lié à la mort de Linda Parker, mais les nouvelles analyses ne laissent aucun doute. Son ADN est retrouvé sur le col du manteau de Linda. Un contact direct, impossible à expliquer par une simple coïncidence. Les enquêteurs plongent alors dans son passé. Ils découvrent un homme à la réputation ambiguë. Officiellement, Mallory était un travailleur sérieux, mais les anciens collègues décrivent un tempérament colérique, parfois violent. Il avait tendance à boire après le travail et à rentrer tard. Certaines femmes de la région se souviennent de son comportement envahissant, de ses regards insistants. En recoupant les archives, les policiers constatent qu'il vivait à seulement 2 kilomètres de l'endroit où la voiture de Linda avait été retrouvée. Et surtout,
Le 12 février 1977, il n'était pas à son poste à la scierie avant 11 heures du matin. Son alibi de toute la matinée s'effondre. Le plus troublant est le lien indirect entre Linda et Mallory. Sa femme, à l'époque, fréquentait la librairie où Linda travaillait. Il n'est pas exclu qu'il ait remarqué Linda à travers elle, peut-être l'ait suivie. Certains voisins rapportent même qu'il aurait déjà croisé Linda à la station-service, échangeant quelques mots banals. Rien qui aurait attiré l'attention, sauf à la lumière des nouvelles révélations. Lorsque les enquêteurs se rendent chez lui en 2017 pour l'interroger, Mallory a 69 ans. Il vit seul, après un divorce survenu dans les années 90. À l'annonce des résultats ADN, son visage se ferme. Il nie, affirme n'avoir jamais touché Linda, puis s'enferme dans le silence. Pour la famille Parker, la nouvelle tombe comme un séisme. Emily, désormais adulte, éclate en sanglots en apprenant le nom. Jacob, qui n'avait que 2 ans lorsque sa mère est morte, ressent une colère froide. Cet homme avait vécu sa vie librement, pendant que leur famille survivait dans le deuil. La communauté, elle, est divisée. Certains refusent de croire qu'un voisin apparemment ordinaire puisse avoir commis un tel crime. D'autres avouent qu'ils avaient toujours ressenti quelque chose d'inquiétant chez lui, sans jamais oser en parler. L'affaire Parker est relancée publiquement. Les journaux du Minnesota en font leur gros titre. Cold case résolu après 40 ans. Un ouvrier identifié par ADN. Les habitants de Red Falls redécouvrent une histoire qu'ils avaient presque oubliée, figée dans la neige de 1977. Richard Mallory est inculpé. Le procès s'ouvre l'année suivante, dans une salle comble. Les enfants de Linda, assis au premier rang, affrontent enfin le regard de l'homme accusé d'avoir brisé leur vie. Le procès de Richard Mallory s'ouvre dans un silence tendu. Devant le jury, l'accusation déroule patiemment le fil du temps. La voiture parfaitement rangée sur le bas-côté, le rétroviseur réglé trop haut, le siège passager encore humide, le sac et les clés disparus, et surtout ce minuscule fragment au col du manteau de Linda Parker, une trace ignorée en 1977, devenue 40 ans plus tard, une signature. Mallory ne parle presque pas. Il nie puis s'abrite derrière l'oubli. Ses avocats évoquent une contamination possible, l'usure du temps, l'incertitude des souvenirs. Mais l'ADN ne se lasse pas, ne doute pas, ne vieillit pas comme la mémoire. Le profil génétique tiré du manteau correspond à celui de Mallory, et l'enquête de voisinage finit d'encercler l'homme. Habitude, trajet, présence dans le secteur, mensonge sur ses horaires de travail. Dans la salle d'audience, Emily et Jacob s'agrippent l'un à l'autre. Lui a grandi dans la colère, elle dans les questions sans réponse. Leur enfance a porté un nom, absence. Le verdict ne leur rendra pas leur mère, mais il peut, un instant, déposer un peu de lumière sur ces années sombres. Après plusieurs jours de délibération, le jury revient. Coupable. Homicide au second degré. La sentence tombe. Une longue peine de prison. Mallory baisse les yeux. Il ne se retourne pas. À la sortie du tribunal, Emily parle brièvement au journaliste. Sa voix tremble, mais elle ne vacille pas. Ma mère n'était pas un dossier. C'était une femme, une mère. Merci à ceux qui ont refusé d'oublier. Quelques semaines plus tard, la famille se réunit au cimetière de Red Falls. Le vent du Minnesota balaie l'herbe jaune, frôle les fleurs déposées au pied de la pierre, portant le nom de Linda Parker, 1953 à 1977. David, le mari, aujourd'hui vieilli, reste un moment à l'écart. Il ferme les yeux et murmure « Je te l'avais promis ». Le shérif Michael Harris repasse une dernière fois dans la salle d'archives. L'étagère où dormait la boîte Parker Linda est presque vide. Il tire le carton, note la date de clôture, le range dans un autre rayonnage, celui des affaires résolues. Puis il lève la tête vers les boîtes restantes. Il sait qu'il y a là-dedans d'autres fibres, d'autres traces minuscules, d'autres vérités qui attendent leur heure. Cette histoire n'a jamais été celle d'un miracle soudain. C'est l'histoire d'un temps long, d'une ténacité obstinée et d'une science patiente. Un fragment au col d'un manteau, un souvenir dans la bouche d'un témoin. Une fille qui écrit des lettres pendant des années, et une communauté qui un jour décide de rouvrir les portes fermées par l'oubli. Le 12 février 1977, la neige avait étouffé les sons et recouvert la route d'un silence épais. 40 ans plus tard, ce silence s'est fissuré. Le nom de Linda Parker n'est plus celui d'une énigme. C'est celui d'une femme à qui l'on a enfin rendu une histoire. Son absence avait façonné une ville entière. Sa vérité
lui a rendu un visage.